Bonjour à tous, ici Léo Toudonné, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de la rencontre qui opposait le Stade Rennais Football Club au LOSC en date du 24 janvier 2021. Comme à mon habitude, ce débrief sera divisé en deux parties avec dans un premier temps le classement de mes top flops habituels qui sera suivi dans un second temps du point rouge et noir que je vous détaillerai au moment d'aborder cette deuxième partie. On est parti tout de suite pour les top flops. Alors, côté top aujourd'hui, j'ai décidé de nommer deux joueurs, Jérémy Doku et Eduardo Camavinga. Côté flop, j'ai rempli les trois cases et j'ai désigné Gersino Niamzi, Steven Nzonzi et Adrien Truffert. Alors, je vais commencer par Jérémy Doku en disant que c'est très certainement selon moi l'homme du match côté rennais. Il a montré dès l'entame sa capacité à vite se projeter vers l'avant. D'ailleurs, il n'y aura fallu que 15 secondes pour se mettre en évidence avec un premier centre qui a conduit à la première frappe du match de Mawassa. Par la suite, il a fait preuve de beaucoup d'explosivité, de percussion et de lucidité dans ses choix. Il y a eu quelques incompréhensions avec Traoré, dont deux en première mi-temps et une en deuxième si je me souviens bien, mais dans l'ensemble, leur entente elle a été très fructueuse. La quasi-totalité d'ailleurs des offensives venait de leur côté. Il a également fait beaucoup souffrir Renildo en le poussant de nombreuses fois à la faute avec des dribbles incessants, et puis cette stat assez intéressante, 9 dribbles tentés pour 7 réussis, donc côté offensif, on sent que ça se décante vraiment pour Jérémy Doku. Sur un plan plus défensif, il a montré à nouveau qu'il était capable d'être un vrai soutien au milieu de terrain. Que ce soit à la suite d'une perte de balles de sa part ou bien d'un partenaire, il était constamment présent au pressing sur les milieux et les latéraux lillois, que ce soit dans leur phase de relance ou de construction. Sur le reste, il manque tout de même encore de lucidité, je trouve, sur son avant-dernier geste, où il doit globalement toujours faire un peu mieux, à l'image de sa passe en fin de match, après un bon travail de récupération et de débordement. Mais sur le reste, voilà, il ne manque définitivement plus qu'un but à Jérémy Doku pour qu'il se mette complètement en confiance. Mais si on occulte ses statistiques de buts ou de passes décisives, il a un impact considérable depuis maintenant plusieurs matchs sur les phases offensives rennaises. On va maintenant parler de mon second top, Eduardo Camavinga. Bon, pour commencer, on va tout de suite crever cet abcès un peu frustrant, au même titre que Doku, il s'est fait maltraiter par les Lillois, mais monsieur l'arbitre Eric Vatelier n'avait pas l'air d'être plus impressionné que ça pour sortir des cartons, alors que selon moi les images elles sont formelles. Mais je vais faire preuve de retenue concernant ce traitement de faveur et je vais dire que les actions elles sont certainement compliquées à siffler à vitesse réelle, mais voilà, il semblerait que la situation se soit répétée, et j'ai tout de même le sentiment qu'il a fermé les yeux sur pas mal de choses, mais bon. Passons à autre chose. Sur sa performance globale, Eduardo, il a, selon moi, réalisé une grosse partie avec une activité impressionnante au milieu de terrain qui a été couplée à une vraie propreté technique tout en essayant de se porter constamment vers l'avant. Comme ce que j'ai dit avant, les Lillois, ils semblaient avoir réservé un vrai traitement pour lui après avoir constaté certainement qu'il revenait bien en forme depuis plusieurs matchs dans ce nouveau dispositif en 4-2-3-1. Il a subi une quasi-dizaine de fautes et pas des moindres. On peut d'ailleurs noter un gros mental de sa part parce qu'il s'est jamais sorti de son match et il a continué son travail qu'il a vraiment réalisé très proprement. Défensivement, il a également été très intéressant avec plusieurs interceptions et récupérations qui ont débouché sur des phases offensives non fructueuses mais très intéressantes également. Mais ce qui m'a vraiment plu dans sa performance, au-delà de ce que j'ai déjà pu dire, c'est sa capacité retrouvée à casser les lignes par ses passes et ses mouvements. On a pu le voir d'ailleurs à plusieurs reprises trouver Clément Grenier dans cet espace entre la ligne défensive et le milieu à 4 des Lillois, qui était pourtant bien cadenassé par les joueurs de Christophe Galtier. Ça n'a pas payé par la suite malheureusement étant donné les difficultés offensives qu'on a rencontrées, mais ça reste je trouve très prometteur pour la suite de voir Camavinga réaliser une performance comme celle-là. On va maintenant s'arrêter sur les flops rennais de cette rencontre. Alors, je vais commencer par Gersino Niamzi, qui a à mon sens complètement raté sa rencontre. Je l'ai trouvé catastrophique à la relance avec un nombre de passes manquées assez incompréhensible. Il est selon moi d'ailleurs le premier responsable de la situation de hors-jeu très litigieuse à la 23e minute où la VAR annule finalement le penalty. Alors certes, Haggard se fait devancer et manque son retour, mais il fait le pas dans un premier temps que Niamzi ne fait quasiment pas pour mettre complètement hors jeu Jonathan David. Comme l'a dit Clément Gavard, je pense qu'on peut réellement remercier la nouvelle géométrie du football parce que le hors jeu il est quasiment impossible à constater. Le match de Gersino Niamzi ne se résume pas forcément à plus que ça malheureusement, il a touché 73 ballons et c'est pas illogique quand on regarde les statistiques de possession. Mais sur le reste, j'ai rien à retenir de positif de son match, si ce n'est son sauvetage in extremis devant Iconé à la suite d'un beau mouvement de fixation et de décalage des Lillois. Sur le reste, c'est vraiment ces difficultés dans les relances qui m'ont beaucoup dérangé avec beaucoup de transmissions assez simples ratées et qui ont conduit à des incursions très dangereuses des Lillois qui ont été rattrapées derrière notamment par Romain Salin. Concernant maintenant Steven Nzonzi, il a de nouveau touché beaucoup de ballons, certes, mais la conclusion que je tire assez rapidement, c'est qu'il n'a quasiment eu aucun apport offensif. Alors, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais même dans son travail de projection, ne serait-ce que pour couvrir une éventuelle perte de balle et donc apporter de la présence immédiate au milieu de terrain, je l'ai pas vu et pourtant, j'ai regardé attentivement. Mais le point noir de sa rencontre, c'est le nombre de transmissions simples qu'il a ratées qui ont elles aussi débouché sur des situations lilloises tellement dangereuses.
Les statistiques, elles sont d'ailleurs un peu représentatives de ces faits-là, hein. 68% de possession pour les Rennais, 32% pour les Lillois, mais autant de tirs cadrés. Personnellement, voilà, moi je pouvais en conclure, et ça s'est confirmé après le revisionnage, que les Lillois ils jouaient sur nos erreurs et ils le faisaient très bien. Et celles de Nzonzi sur ce match-là nous ont fait beaucoup de mal. En plus de ça, il s'est auto-muselé tout seul en prenant ce carton jaune logique à la 22e minute après une faute complètement stupide sur Soumaré qui suivait une perte de balle incompréhensible, même voire totalement inhabituelle de sa part. Et puis je note aussi une passivité défensive assez questionnable en fin de match. Certes, on prend en compte quand même les efforts qui ont été fournis, mais tout de même sur Ikoné, hein, qui amène la situation que j'ai décrite plus haut avec le sauvetage de Niamzi. Donc c'est à la 82e minute précisément pour ceux qui souhaiteraient revoir les images. En bref, Nzonzi il est selon moi passé à côté de son match dans une rencontre où justement on pouvait attendre toute son expérience pour diriger le milieu de terrain comme on avait l'habitude de le voir faire. C'est dommage. Enfin pour finir, je vais évoquer brièvement Adrien Truffert. Deuxième fois de la saison qu'on peut le retrouver à ce poste d'ailier offensif avec le retour de Mawassa dans le couloir gauche et étant pris en compte l'absence de Bourigeaud suspendu. Il a à nouveau été en grande difficulté. Je pourrais dire qu'il avait un client face à lui en la personne de Celik, mais outre ça, il a fait preuve une nouvelle fois d'une fébrilité technique assez déconcertante avec de nombreuses pertes de balles sur des transmissions qui semblaient pourtant assez simples. Il a eu une grande difficulté à se projeter offensivement. Alors il faut tout de même dire qu'il n'a pas eu une ribambelle d'action pour se montrer tant nos offensives elles se sont orientées côté droit avec Doku et Traoré. Mais sur le peu qu'on a pu voir de lui, il y avait dans un premier temps une faible complémentarité avec Mawassa, mais elle peut éventuellement s'expliquer par les difficultés de Mawassa suite à son retour. Et dans un second temps, il semblait vraiment peu à l'aise dans ce rôle-là face au bloc lillois qui était très compliqué à manœuvrer, à percer. Donc dans le cas Adrien Truffert, la logique voudrait, avec le retour de Mawassa qui retourne en doublure sur le banc, et je pense personnellement que ça lui ferait beaucoup de bien de souffler et de se remettre un peu la tête à l'endroit. Il est jeune et il a énormément enchaîné depuis le début de la saison, alors qu'il n'était pas forcément attendu dans ce rôle-là, et le coup de mou, il n'est pas forcément, à mon sens, incompréhensible. On est maintenant parti pour cette deuxième partie de ce débrief, le point rouge et noir. Alors, dans ce point rouge, je vais évoquer la réaction d'orgueil que j'ai envie de retenir de nos Rennais qu'ils ont pu avoir au retour des vestiaires. Et côté point noir, on va essayer d'expliquer par contre les grandes difficultés offensives qu'on a pu rencontrer sur l'ensemble de la rencontre. Alors, pour le point rouge, c'est ce que j'ai envie de retenir, comme je vous l'ai dit, de vraiment positif de cette rencontre côté Rennais. Et Clément Grenier l'a très justement mentionné au micro de Canal à la fin du match, c'est notre supériorité globale en deuxième mi-temps. Alors effectivement, la première mi-temps a été très compliquée car on a pu voir deux effectifs qui s'observaient beaucoup et qui prenaient très peu de risques, d'un côté comme de l'autre. Rennes essayait tant bien que mal de s'incruster entre les lignes lilloises, mais leur organisation, elle était impressionnante de solidité. L'ouverture du score lilloise, elle a évidemment pas facilité les choses et elle a rendu cette première mi-temps très compliquée à regarder, tant il était quasiment impossible d'aller s'approcher de la surface adverse. Il fallait un changement en deuxième mi-temps et personnellement, je l'ai ressenti. Alors évidemment, notre domination, elle n'a pas été outrageuse et Mike Maignan, il n'a pas été réellement mis en danger. D'ailleurs, la seule vraie opportunité rennais sur laquelle il a dû intervenir, c'était, si je me souviens bien, une frappe de Hunou qui avait suivi un beau mouvement collectif côté gauche entre Terrier, lui et Del Castillo. Mais globalement, notre seconde période, elle a été bien plus intéressante que la première, avec notamment un Kamavinga à la baguette qui m'a vraiment fait plaisir à voir, mais je vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit plus tôt dans ce débrief sur sa performance. Mais voilà, globalement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder à nouveau ce match, et surtout cette deuxième mi-temps, qui forcément, avec la multiplication des efforts, que ce soit rennais comme lillois, ça a laissé apparaître beaucoup plus d'espace et ça a permis plus de spontanéité dans notre jeu. Et c'est ce qui nous manquait cruellement en première mi-temps pour espérer ne serait-ce que déséquilibrer le dispositif de Christophe Galtier. Concernant la maîtrise, j'ai pas forcément envie d'illustrer mes propos par les statistiques parce qu'on peut leur faire tout et rien dire, on les interprète tous différemment, etc. Mais on constate tout de même qu'une nouvelle fois, on s'est retrouvé face à une équipe lilloise qui était venue pour verrouiller son arrière-garde et exploiter nos erreurs pour agir en contre. Et ils l'ont vraiment bien fait, même s'ils n'ont pas pu se montrer décisifs sur leurs actions dans le jeu. Pour finir, du coup, ce nouveau débrief, on va passer au point noir, qui est l'ombre de la maîtrise globale rennaise que j'ai pu évoquer précédemment, c'est-à-dire cette incapacité qu'on a eue à se montrer dangereux aux abords de la surface. Alors ça va en contradiction avec le point rouge qui évoquait la maîtrise globale des Rennais en deuxième période, mais il faut tout de même souligner qu'on a été en grande difficulté pour mettre en danger Mike Maignan. La statistique, elle est pour le coup très parlante, 11 tirs côté Rennais et seulement 2 frappes cadrées, et il me semble que les 2 frappes cadrées dont je me souvienne soient celles de Mawassa dès l'entame du match et celle de Hunou en fin de rencontre. Sur le reste, j'ai cherché, mais j'ai pas retrouvé. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette impuissance? Est-ce qu'on doit tout de suite remettre en cause le dispositif de Julien Stéphan ou les joueurs qui le font fonctionner? Bien évidemment, à mon sens, la réponse, c'est non. Il y a 2 points très importants sur le plan individuel qui, je pense, expliquent grandement ces difficultés offensives et ça concerne Martin Terrier et Adrien Truffert. Martin Terrier, il n'a pas démérité pendant ce match qui a été très compliqué pour lui. Il s'est retrouvé de nombreuses fois esselé face à la charnière Botman et Fonte qui, rappelons-le quand même, compose la deuxième meilleure défense de notre championnat. Et il a également été très dur à trouver entre les lignes, conséquence, je pense, d'un dispositif bien mené par Galtier pour museler
les espaces entre ces fameuses lignes. Le jeu il s'est donc naturellement déporté sur les côtés, majoritairement à droite pour nos offensives rennaises, pour ensuite déboucher sur des centres, mais qui ne laissaient aucune opportunité à Terrier de s'exprimer étant donné les qualités défensives aériennes indéniables de la défense lilloise. On a peu vu Martin Terrier et je pense qu'on peut clairement mettre ça sur le dos du plan tactique mis en place par Galtier et son staff. Ça reste mon avis, si vous interprétez les choses autrement, et c'est fort possible, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. Enfin, Adrien Truffert, il a pas réellement contribué à l'apport offensif côté rennais, parce que comme je l'ai dit lors des top flops, il avait aussi à sa décharge le fait que les actions se déroulaient à l'opposé de sa position. Mais ce que j'ai envie de rajouter tout de même en éventuelle décharge de responsabilité pour Truffert, c'est le retour de Mawassa. Mawassa, il a eu de grandes difficultés à se projeter offensivement et je pense que ça a en partie contribué forcément négativement à l'inefficacité de Truffert pour se projeter vers l'avant. Alors il y a une autre question, c'est est-ce qu'il était lui-même, quand je parle de Mawassa, bloqué par Truffert ou un autre? C'est encore une autre question à laquelle il est compliqué de répondre. Moi j'ai envie de dire qu'il y a une co-responsabilité quant à l'inefficacité au niveau des apports offensifs dans le couloir gauche. Ce sont selon moi les deux points principaux qui expliquent principalement nos difficultés à nous montrer dangereux. Et je répète une nouvelle fois que je prends forcément en compte le dispositif tactique des Lillois qui nous a réellement mis en difficulté et qui en a profité pour jouer sur nos erreurs. On s'est retrouvé face à une équipe qui refusait pas forcément le jeu mais qui n'était pas non plus la plus enclin à enclencher et on sait comment ça fonctionne face à une équipe comme Rennes. On se retrouve très souvent à bégayer avec le ballon dans les pieds parce qu'on ne sait pas forcément quoi faire face à un bloc solide individuellement et bien organisé collectivement. C'est tout pour moi pour ce nouveau débrief, alors j'espère qu'il vous aura plu. Il est évident que nos avis divergent sur certains points ou même sur la globalité, mais c'est ce que je trouve le plus intéressant dans le football, c'est de débattre, discuter et puis de faire entendre ce qu'on pense, ce qu'on a envie de dire sur un sujet, comme le Stade Rennais en l'occurrence, qui nous tient très à cœur. Moi je suis ravi de pouvoir partager mon opinion avec vous et justement de pouvoir échanger par la suite, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou bien même sur Twitter. Donc je vous le précise tout de même pour ceux qui me découvriraient sur YouTube, faut pas hésiter à me rejoindre sur Twitter si vous êtes intéressé par le Stade Rennais et que vous aimez éventuellement échanger sur les performances à la suite d'un match. Je poste régulièrement, donc à la suite de chaque match, un débrief individuel et sur YouTube vous retrouvez donc, comme ce que vous avez pu voir, quelque chose de plus global. Voilà, donc en attendant de vous retrouver le week-end prochain, eh bien moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau débrief face à l'OM. Ciao!